La danse champêtre d'un courtisan, sur 2 morceaux d'Antoine Bertin. Quand Madame Woodward m'a invité à participer à cet atelier, c'était je crois le mois de septembre, et que j'ai accepté, j'ai commis une double erreur de perspective. Premièrement, j'ai cru que j'aurais été à London au mois de février. La nature insolite de mon intervention vous en dit long sur mon erreur. Je vous remercie donc d'emblée de votre patience et m'excuse des conditions de mon intervention. La deuxième erreur consiste en ce que j'ai pensé que j'aurais aisément pu extrapoler une communication de quelque envergure de mon corpus, qui porte sur les poètes élégiaques de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Certes, à une analyse superficielle, on pourrait penser qu'il n'existe pas de genre poétique plus proche de la danse que l'élégie. Non seulement son acte fondateur, relaté par Ovide, ressemble à un pas de ballet, avec ce pied dans le sens de mesure syllabique, enlevé par Coupidon afin de créer le distique élégiaque, non seulement le charme de sa démarche tient précisément à cette boiterie mythologique, susceptible d'engendrer vers la fin du siècle des Lumières un effet de mise en branle prosodique qu'Yves Alain Favre décrit à propos de l'œuvre de Chénier en ayant recours précisément à la métaphore de la danse. Mais encore, à l'époque en question, la pratique élégiaque appartient au même univers que la danse. Elle est l'affaire de gentilshommes et d'élégants polissons, définition d'Édouard Guiton, qui passent leur journée entre la cour et les boulevards, remplissant bien gré mal gré les tâches qui sied aux courtisans et rêvant de coteries galantes à la manière de celles décrites par Parny dans la journée champêtre. Et pourtant, en dépit de cette proximité plus ou moins métaphorique, la danse est presque absente de l'élégie fin de siècle. Il y a des mentions fugaces, souvent figées dans des représentations de circonstances, que l'on pense à l'Eucharistie de Bertin, vers le soir, nouvelle tercicore, danse, ou prenant sa harpe entre ses beaux genoux, mêle à ce doux concert sa voix plus douce encore. Il y a la Camille de Chénier, qui se pavane au milieu d'un bal bruyant, accompagnée par les regards admiratifs des prétendants tous empressés à la voir, et suivie par les promesses ô combien mal placées du jeune élégiaque. Mais en dehors de ces quelques références éparses, on dirait que l'élégie érotique reste insensible à la richesse de la réflexion autour des arts chorétiques qui caractérisent le siècle des Lumières. La circonstance est d'autant plus décevante que les lettres de ces auteurs laissent voir par à coup une connaissance non négligeable du sujet. Que l'on pense à la façon dont Parny se plaint, dans une lettre en vers écrite à son frère depuis Pondichéry, de la pauvreté d'ornement et du manque de naturel des bayadères indiennes. Ou encore au ton bien citadin avec lequel il informe son ami Bertin qu'à Rio de Janeiro, on ne connaît que le menuet, et qu'il en a dansé plusieurs avec une portugaise charmante de 16 ans et demi. Quelle est alors la raison d'un tel silence? Je ne puis qu'avancer une hypothèse en espérant qu'elle nourrira la suite de la discussion. La poésie personnelle que ces galants pratiquent en abondance, tout comme ils pratiquent le menuet, la harpe ou l'escrime, représente un lieu complémentaire et en quelque sorte alternatif à celui de la danse. Je dis complémentaire dans ce sens qu'il s'agit d'un espace de stase et de recul par rapport à la dimension de l'hic et nunc qui domine l'esthétique du siècle. L'exploration de l'intériorité s'accommode mal du badinage. Et les gérotiques fin de siècle montrent assez bien la difficulté croissante de tenir le debout de la chaîne. Je pense par exemple à l'ajout d'un 4e livre composé entièrement d'élégies aux poésies érotiques que Parny entreprend entre 1779 et 1788, et où le poète semble entreprendre une remise en question de l'esthétique badine qui domine la première édition du recueil. Un écart se creuse lentement entre un jeu agissant selon les principes du sensualisme et un moi de plus en plus enclin à des moments d'introspection. Écart bien représenté, entre autres, par une note d'André Chénier, que je cite d'autant plus volontiers qu'elle constitue vraisemblablement le souvenir d'une soirée dansante à Vauxhall Gardens. Je cite: J'étais à ce bal où toutes ces belles anglaises, point de suspension, je les regardais sans rien dire, point de suspension, je portais envie à ceux à qui elles parlaient et de la main de qui elles acceptaient des oranges, des glaces, point de suspension, fin de citation. Dans cette observation mélancolique, on peut repérer les prodromes de la sensibilité romantique. Ce fragment me permet d'ailleurs de revenir au deuxième adjectif que j'ai mentionné plus haut. L'élégie, notamment l'élégie chéniériste, est aussi un moment alternatif à la danse, dans ce sens que la frustration produite, je m'excuse,
La frustration produite par une pareille exclusion déboule souvent sur une nuit agitée par des cauchemars qui, en tordant péniblement le corps du poète, nient ces mêmes principes de grâce et harmonie théorisés par les maîtres à danser du XVIIIe siècle. Je pense ici tout notamment à une citation de Pierre Ramon. Je cite: c'est la danse qui donne la grâce aux avantages que nous recevons de la nature, en réglant tous les mouvements du corps et en l'affermissant dans ses positions. Fin de citation. Mais enfin, puisqu'il faut que je parle de quelque chose aujourd'hui et que j'ai noyé assez de poissons, je dois avouer que mon attention a été retenue au fil de mes lectures par ce quelques vers que je vous ai envoyés en avant-première. Il s'agit de deux descriptions de danse champêtre par Antoine Bertin. Il n'y a pas besoin de démontrer le caractère fictif de ces deux représentations. J'aimerais néanmoins les analyser brièvement afin de mettre en valeur quelques éléments susceptibles de nourrir la discussion. Les deux morceaux sont tirés du troisième livre des Amours, au cours duquel le poète, après avoir essuyé le refus définitif de Caris, décrit son amour pour une jeune fille à laquelle il prête le nom de Catillie. Le fait que Catillie habite à la campagne donne à Bertin la possibilité de glisser au fil de ce troisième livre des Amours plusieurs éloges de la vie champêtre, selon un topos bien élégiaque que l'on pense à la première élégie du deuxième livre du Corpus Tibulianum. Les deux scènes de danse participent pleinement de ce lieu commun. Le changement de décor n'entraîne nullement une abdication du regard courtisan du poète. Comme chacun sait, le charme de tels tableaux, aux yeux du lecteur contemporain de Bertin, réside précisément en ce que l'élément bucolique n'est qu'une patine jetée sur une scène connue, comme dans un jeu de travestissement dont on peut observer plusieurs représentations picturales chez Jean-Antoine Watteau. Chez Bertin, le moment festif vient clôturer une journée de travail, qu'il soit estival dans le cas de la moisson ou automnal pour ce qui est de la vendange. Le décor est évoqué de façon essentielle. Un ormeau, qui rime de façon presque obligée avec hameau, suffit à représenter la dimension rurale. La centralité topographique de l'orme dans les villages français était déjà passée en proverbe à l'époque de Furetière, et on trouve dans son dictionnaire la formule danser sous l'ormeau. Les instruments de musique évoqués par le poète répondent au même stéréotype. On ne trouve pas de cornemuse, pourtant centrale dans toutes les représentations de danse champêtre de l'époque. Lorsqu'elle n'est pas le seul instrument, la cornemuse est accompagnée dans les représentations par un instrument avant, tel que le hautbois de chasse ou le chalumeau, selon un couple qu'on appellerait biniou-bombarde, qui structure encore de nos jours l'accompagnement de la musique traditionnelle bretonne. Pardon. Si l'on trouve parfois dans les tableaux en violon champêtre, il n'y a par contre aucune trace du flageolet aigu, petite flûte qui servait, d'après l'encyclopédie, à siffler les cernes. Mais l'élément qui trahit définitivement la dimension factice de la représentation champêtre de Bertin est certes l'invitation à conduire tour à tour les belles du hameau. Il me semble que Bertin ait ici dans les yeux le grand bal tel qu'il était codifié par l'habitude à Versailles, et dont la partie centrale se composait d'une danse à deux, souvent au XVIIIe siècle il s'agit d'un menuet, dansée tour à tour par les nobles selon leur rang. La hiérarchie était réglée avec un soin extrême, au point que, dans les grandes occasions, le mercure en informait ses lecteurs. Les représentations de danse champêtre de Téniers à Watteau insistent tout de même sur cette image d'un couple seul au milieu d'un espace circulaire. Cette représentation contraste sensiblement avec la réalité historique. Dans son ouvrage dédié à la fortune de la contredanse en France, Jean-Michel Guilchet nous informe que les danses pratiquées par les milieux ruraux demeurent, au moins jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, des danses communautaires, souvent d'origine tardo-médiévale, comme le branle, la chaîne, la farandole, la sauteuse, le cortège, les rangs de chansons, etc. Ces deux croquis champêtres possèdent un pendant en prose, voire mieux un prosimétrum, que je vous ai tout de même envoyé. Il s'agit d'un morceau du Voyage de Bourgogne, toujours par Bertin, que l'on peut croiser avec les morceaux en vers afin de prouver ultérieurement leur nature postiche. Le voyage, faut-il le reconnaître d'emblée, n'est guère plus véridique que les élégies. Son charme réside précisément en ce mélange de souvenirs et poésie qui pastiche savamment les récits de voyage, notamment les lettres envoyées par Parny à son ami lors du voyage, celui-ci bien réel, à l'île Bourbon. Il me semble que l'évocation liminaire d'un petit tableau charmant dans le goût de Téniers donne le ton de la contrefaçon bucolique. L'illusion de vraisemblance achoppe sur la même erreur, si l'on peut ainsi dire, des morceaux poétiques,
à savoir ce modèle de danse à deux dont le seul but paraît de célébrer la fine courtisanerie du poète, avide de danse et prêt à inviter tour à tour toutes les belles du hameau. C'est sur cette image de galanterie que je désire conclure mon intervention. Pour légère qu'elle soit, on peut y reconnaître rétrospectivement cette fragilité que Starobinski voit dans l'embarquement pour Cythère de Watteau, et dont il fait le symbole de la fin d'une époque. Je cite: rétrospectivement, l'enchantement de la fête n'est plus que mensonge. Derrière la succession discontinue des instants où se répétait la surprise d'un commencement sans avenir, un temps différent était secrètement à l'œuvre, le temps destructeur, celui par qui toute chose va vers la mort. Je vous remercie. Au revoir.